Donc voilà, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, Madame France Levert, qui est active en environnement depuis plus de 30 ans et engagée à titre personnel dans diverses organisations. Elle assume actuellement la vice-présidence du conseil d'administration du Réseau québécois des groupes écologistes ainsi que la présidence du conseil d'administration du groupe Écosphère. Elle est administratrice au Réseau des femmes en environnement, où elle contribue à diverses initiatives portant notamment sur le genre et l'environnement. Comme gestionnaire et spécialiste, elle a dirigé des équipes diversifiées et réalisé un grand nombre d'études et évaluations environnementales, ainsi que divers projets de recherche et de développement de politiques, de stratégies et d'approches de gestion environnementale, entre autres choses. Donc, je ne vous ai pas lu toute sa bio parce qu'elle a fait beaucoup de choses, mais je vous ai envoyé également par courriel. Donc, si vous voulez en savoir plus sur elle, vous avez ces informations-là. Donc, merci beaucoup, Madame Levert, d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Ben merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, en ce jour de la Terre, qui est quand même une journée spéciale. Il y a beaucoup d'activités. Je voulais dire aussi, pour moi, c'est super important parce que moi, je suis mère de 3 filles aussi. Alors, parler de genre et changement climatique, ça me parle énormément. Et puis, je suis grand-mère, j'ai une deuxième petite fille. Nous, on est des tribus de femmes dans ma famille depuis le 11 avril. Alors, les questions d'environnement, de changement climatique et tout ça, ça me préoccupe et je suis impliquée depuis déjà un bout de temps, comme en témoigne un petit peu ce qu'on a souligné sur mes contributions. Puis j'essaie de continuer à le faire aussi. Puis j'espère que ça va vous inspirer aussi à, à que ça va vous permettre de mieux comprendre les enjeux en termes de changement climatique, puis peut-être vous inspirer à voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus dans votre quotidien ou à un autre niveau. Je vois que plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, vous êtes de toute façon déjà impliqués, que ce soit avec la FIAS ou ailleurs, avec des centres de femmes. Donc, ben, je vous invite à poursuivre. Alors, comme on l'a dit, on va procéder en 2 étapes. C'est comme un petit tour d'horizon si on parle de changement climatique, de quoi on parle. Pourquoi parler de genre puis d'impact différencié dans le fond, homme-femme? Le genre, ça peut être plus large que ça, mais on va parler beaucoup dans des termes homme-femme. Pourquoi c'est pertinent de faire ça? On va s'arrêter là, sur ce volet-là, pour échanger, si vous avez des questions, des éclaircissements. Puis après, on va parler plus au niveau des solutions. Si effectivement, il y a toutes sortes d'initiatives un petit peu partout au Québec et dans le monde aussi là-dessus. Donc, vous amenez aussi des inspirations de ce côté-là. Alors, voilà. Ce que je voulais dire aussi, tout en partageant l'écran, c'est que les réseaux des femmes en environnement, ça existe quand même depuis plus de 20 ans et le réseau s'implique dans toutes sortes de types de dossiers. Que ce soit effectivement sur des questions de santé environnement, ce qui est vraiment un domaine extrêmement important pour le réseau des femmes en environnement. On travaille beaucoup avec le milieu culturel sur les événements éco-responsables. On travaille sur aussi la communication et la consommation responsable, donc toutes sortes de types de dossiers. Puis ce sont des initiatives mises de l'avant par des femmes aussi à ce moment-là, mais qui interpellent tout le monde comme action. Il y a M. Pigeon qui est là. Alors, ça vous concerne aussi ce qu'on fait comme le réseau, puis ce dont on va parler maintenant aussi. Il y a toutes sortes d'aspects qui concernent tout le monde, dans le fond. Moi, j'ai souvent envie de dire, oui, on peut parler. Il y a des différences hommes-femmes, il y a des différences physiologiques, il y a des différences de comportement, il y a des différences de perception aussi, à différents niveaux, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des choses qui se fassent, qui tiennent compte de tous les besoins, de toutes les considérations, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les familles, ainsi de suite, les, euh, les gens qui sont plus avancés dans leur vie, que je dis ça comme ça, un petit peu en blague. Alors, je pense que c'est important de réfléchir comme ça pour impliquer toute la société dans des solutions, puis dans de l'action. Alors, quand on parle de changement climatique, on parle de toutes sortes de choses. Donc, on va parler de canicules, on va parler d'inondations, par exemple. Euh, Ce que dans certaines régions, ce qui a été vécu au Québec de façon très, très concrète,
On va parler, attendez, hein, on va parler aussi évidemment de transport collectif, de transport individuel, de choix de véhicules. On va parler d'alimentation, on va parler d'alimentation moins carnée, aussi en termes d'impact euh, des changements de nos comportements sur les changements climatiques. Si on pense aussi à c'est quoi les principaux impacts des changements climatiques au Québec, on va parler de périodes de canicule plus fréquentes et de plus en plus chaudes. Et ça, c'est déjà une réalité. Et puis, ça va continuer. J'ai quelques données juste après pour vous montrer comment ça évolue de ce côté-là. On va parler d'une diminution du couvert de glace, de rehaussement des niveaux d'eau qui peut amener effectivement à certaines problématiques dans les zones côtières, aussi des problématiques d'érosion. On va parler d'augmentation des redoux hivernaux, ce que ça peut signifier aussi dans le quotidien, de problématiques de sécheresse au niveau du sol estival, bon, augmentation des fluctuations des niveaux d'eau, j'en ai déjà parlé. Donc, toutes sortes de phénomènes climatiques aussi, donc des ouragans, des tempêtes aussi qui vont être plus fréquentes en dehors des canicules. Et c'est sûr que selon les types de milieux, ça va être vécu d'une façon plus ou moins importante. Il faut comprendre que tous ces phénomènes-là sont encore plus importants, plus exacerbés, plus on va vers le nord du Québec, mais c'est une réalité déjà ici. Si on parle des problèmes d'érosion, puis on passe au Bas-Saint-Laurent ou à la Côte-Nord, problème d'érosion côtière, c'est déjà présent. Les municipalités sont là-dedans. Ils doivent trouver des solutions. Ils travaillent avec des groupes de recherche et d'intervention comme Uranus, par exemple, mais je n'entrerai pas là-dedans. Si on parle de problématiques d'impact sur la santé des changements climatiques, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, et encore plus dans le contexte de ce qu'on vient de l'année qu'on vient de vivre. Donc, c'est sûr, une année de pandémie, mais les changements climatiques, les enjeux climatiques de santé, ils vont être là, puis ils vont être là encore pour plusieurs années. Donc, je l'ai dit, des vagues de chaleur intenses qui peuvent amener, dans certains cas, plus de problématiques respiratoires pour des gens qui sont plus vulnérables, entre autres. Ça peut amener aussi des cas de mortalité plus importants dans certains cas quand il y a vraiment des phénomènes climatiques donc des chaleurs très, très grandes. Et puis, c'est sûr, dans les milieux urbains, on parle d'îlots de chaleur urbains, ce qui veut dire dans des zones où il y a beaucoup d'asphalte, il y a beaucoup de béton. Il va y avoir effectivement des phénomènes de chaleur encore plus grands parce que ce béton-là, ça amène plus de chaleur. Donc, il y a des municipalités aussi de plus en plus qui essayent d'identifier les îlots de chaleur, puis qu'on va vers des solutions pour faire de la plantation, verdir, végétaliser pour réduire les impacts, entre autres, des vagues de chaleur, puis des îlots de chaleur où ça peut être aussi offrir des solutions s'il fait très, très chaud pour des personnes qui vivent dans des logements, par exemple, petits, très chauds, donc avoir des endroits pour aller s'abriter. Donc, on peut parler de mauvaise qualité de l'air, de pollution et puis de problématiques de pollen, donc au niveau d'allergies qui sont associées, oui, au changement climatique, mais à d'autres enjeux de pollution de l'air, par exemple, dû aux émanations des véhicules automobiles, par exemple. On peut parler, je parlais de sécheresse, donc de pénurie d'eau, d'enjeux au niveau de la sécurité alimentaire. Bon, événements climatiques extrêmes, excusez, je suis allée trop vite, là, il faut qu'on revienne là-dedans. Oups! Bon, alors, de plus en plus d'événements climatiques, on a parlé d'inondations. Au Québec, il y a eu plusieurs phénomènes dans les dernières années d'inondations. On peut parler de crises de type crise du verglas où on peut associer quand même ce qui est arrivé il y a quelques années à des phénomènes climatiques un peu exceptionnels. Si on pense au Canada, par exemple, donc des feux de forêt comme il y en a eu dans l'Ouest ou il y en a en Californie depuis toutes les années, les médias n'en parlent pas tant que ça maintenant parce que c'est annuel, c'est majeur. Il y a des résidents qui sont très affectés, qui vont perdre leur maison, par exemple, à cause de ces feux-là. Si on pense aussi à
on dit ça comme ça, l'aire de répartition des vecteurs de maladie. Autrement dit, certains, par exemple, insectes, on peut parler de la maladie de Lyme qui est due à un insecte qui, à cause de nos froids hivernaux importants qui se tenaient seulement aux États-Unis, qui sont en train de remonter vers le Québec. Donc, ça amène des maladies qu'on n'avait pas auparavant parce que nos conditions climatiques faisaient que c'est, par exemple, pour la maladie de Lyme, l'insecte ne pouvait pas survivre à l'hiver. Et maintenant, comme on a des hivers très doux, il y a certains insectes ou qui soient nuisibles ou qui soient sources de maladies qui sont capables de se reproduire. Donc, on va être plus exposé à des phénomènes comme ça, puis qui peuvent affecter notre santé, mais dans certains cas aussi qui affectent le boisé. Dans l'Ouest canadien, par exemple, les arbres ont été très, très affectés à cause de la remontée vers le nord d'un insecte nuisible qui a beaucoup nuit à la forêt, au peuplement forestier. Puis, bien évidemment, ça peut toucher la santé des enfants. On parle souvent, quand on parle de changement climatique, d'enjeux au niveau des pays du Sud, d'enjeux par rapport justement à la pénurie d'eau et à l'accès à l'eau, où des femmes sont obligées de marcher des kilomètres tous les jours pour aller chercher de l'eau, ou des enfants qui doivent se déplacer aussi pour avoir accès à l'éducation, ainsi de suite. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, par exemple, les phénomènes de changement climatique, ça va aussi amener des problèmes et ça amène déjà des problèmes de santé au niveau de nos enfants. Dans nos milieux, ça nous touche aussi. Et puis, si on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe encore avec la pandémie actuelle, la COVID, avec tous les enjeux en termes d'éducation, d'école et tout, puis on regarde ce qui peut s'en venir, on peut être touché, nos enfants peuvent être touchés à toutes sortes de niveaux aussi. Bon, voilà. OK. Sinon, si on regarde, mettons, plus concrètement encore, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les années futures? Alors, selon une étude de l'Université Laval, les hausses de température estivale, donc il y a de plus en plus de journées très, très chaudes, donc des journées de canicule, ça va d'ici déjà, il y a une augmentation en 2020, parce que c'est une étude qui a été faite en 2019, donc de plus ou moins 2 il y a une augmentation du taux de mortalité et on peut penser d'ici quelques années à une augmentation de l'ordre de 10 L'augmentation est marquée aussi du nombre de jours chauds puis de nuits chaudes, donc 3 fois plus dans les années actuelles et futures. Quelques chiffres au niveau des inondations aussi. Donc, en 2017, il y a eu une série d'inondations. Il y a 261 municipalités au Québec qui ont été touchées par les inondations. Ça a touché au-dessus de 500 routes, au-dessus de 5000 résidences qui ont été inondées, plus de 4000 personnes évacuées. Et ça, c'est des coûts de plusieurs centaines de millions de dollars. Et ça, c'est maintenant là, que ça se passe. Il faut dire aussi que dans des contextes comme ça, les jeunes enfants vont être plus à risque. J'ai parlé de certaines maladies aussi. Par rapport aux hausses de température aussi, des canicules, à cause de notre physiologie comme femme, on est plus vulnérable à ça aussi. Alors, des études là-dessus qui existent. Évidemment, des populations plus âgées vont être plus vulnérables aussi aux vagues de chaleur accablantes. Donc, il peut y avoir à ce moment-là plus de cas de mortalité si les mesures ne sont pas prises pour tenir compte de ces vulnérabilités-là. Sinon aussi, ben, les changements climatiques, ne pas le prendre en compte, ne pas agir, en fait, on aurait dû agir il y a bien, bien longtemps, là, mais déjà ne pas agir de façon suffisante maintenant, ça implique aussi beaucoup de sous pour le Québec, pour les municipalités. Alors, il y a quelques données que vous pouvez voir là, à l'écran, des informations qui viennent de la Fédération canadienne des municipalités, qui viennent d'études, justement, je parlais d'Ouranos, qui est un groupe de recherche sur les changements climatiques puis sur des mesures très, très concrètes. Alors, c'est des milliards de dollars en perte de vie due aux vagues de chaleur, donc les estimés qui sont en problème de santé, par exemple allergie au pollen, en impact au niveau de l'érosion côtière sur les routes, j'en ai parlé, des bâtiments affectés par l'érosion,
des pistes d'atterrissage dans le Grand Nord, le pergélisol est en train de disparaître graduellement. Alors, ça amène des problématiques au niveau des infrastructures, que ce soit des, comme je disais, je parlais de pistes d'atterrissage, ça peut être à d'autres niveaux aussi. Donc, c'est des coûts additionnels et on considère que d'ici 5 ans, ça peut représenter plus de 4 millions, milliards, pas millions, des milliards, le G, c'est les milliards de dollars, pour qu'il y ait des mesures d'adaptation au Québec, que ce soit réparer les infrastructures ou à d'autres niveaux. Et ce sont surtout et beaucoup à 50% des gouvernements de proximité, autrement dit, c'est les municipalités régionales de comté qui peuvent vraiment faire des choses, oui, au niveau québécois, au niveau fédéral, mais nos municipalités peuvent faire des choses et puis on a tout intérêt à aussi les inciter à agir le plus concrètement possible. C'est intéressant aussi de regarder comment on peut comparer les hommes et les femmes dans leur empreinte carbone, comme on dit, donc leur empreinte au niveau des gaz à effet de serre. L'empreinte étant l'impact qu'on peut avoir dans nos comportements et nos choix de consommation, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a des empreintes de consommation au niveau de l'impact sur le sol à divers niveaux. Mais ici, on va parler d'empreintes. Donc, notre impact carbone en lien avec la consommation comme telle. Donc, selon certaines données, les femmes ont une empreinte qui est plus petite, plus basse que les hommes en raison de leur choix de consommation puis du style de vie. Ça peut être pour des raisons de valeur. Donc, c'est un choix de dire, moi, je me préoccupe de l'environnement, je fais des choses dans mon quotidien, je fais des choses dans ma collectivité pour réduire mon empreinte, mon impact au niveau des changements climatiques ou au niveau de l'environnement de façon générale. Donc, il y a des études là-dessus. Entre autres, il y a quelques années, juste après, sur une étude qui a été faite en Suède il y a quelques années, où ça se compare très, très bien avec le Québec. Donc, différence au niveau de la consommation, du style de vie, mais aussi parce que il y a des différences socio-économiques entre les hommes et les femmes. Quand on regarde des statistiques récentes et le Conseil du statut de la femme, entre autres, publie des statistiques là-dessus toutes les années. Donc, le revenu moyen homme-femme, il y a encore un écart. Au Québec, c'est la même chose. Au niveau international, mettons, le revenu moyen des femmes représente à peu près 70 du revenu moyen des hommes, là, tout, mettons, pays confondus. Puis c'est un petit peu le même portrait qu'on a au Québec. Donc, les revenus moyens hommes-femmes, les femmes sont dans les 70 des revenus moyens des hommes. Donc, les ménages aussi monoparentaux, qui en général ont des revenus plus faibles, ben, c'est à 70-75 aussi des femmes qui sont les chefs de ménage monoparentaux. Donc, ça aussi, quand on a moins de sous pour assurer notre quotidien, ben, ça va nous amener à faire des choix différents aussi, que ce soit en termes de déplacement, en termes de où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce que je vais acheter pour me nourrir, ainsi de suite. Donc, il y a des différences de ce point de vue-là, puis il y a des données spécifiques là-dessus, récentes aussi. Il y a aussi des différences entre la perception de ce que c'est les changements climatiques, il y a des différences d'impact, il y a des différences de perception aussi. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Je l'ai dit, il y a des différences en termes d'empreinte écologique pour différentes raisons, donc, que ce soit pour les valeurs, donc des choix individuels qui sont faits, des choix collectifs, mais aussi pour des raisons socio-économiques. Et ça se manifeste, entre autres, dans les choix de mobilité et de transport. Donc, plus d'hommes vont posséder des véhicules par rapport à des femmes, plus d'hommes vont avoir tendance aussi à avoir des véhicules récréatifs. Et il y en a beaucoup, beaucoup de ça au Québec, alors que ça a un impact important en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Études suédoises dont je parlais, donc, quand on dit que les femmes ont une empreinte écologique, une empreinte carbone qui est plus faible, ben, c'est parce que de façon générale, comme je le disais, ils ont tendance, il y a des choix, donc ils ont tendance à vivre de façon générale d'une façon plus durable. Donc, ça génère moins de gaz à effet de serre, des plus bas revenus. C'est vrai dans les pays riches, les pays pauvres. Donc, et aussi souvent, ben, on parle souvent de la charge mentale, c'est-à-dire que dans les ménages, même si ça a tendance à évoluer, c'est encore majoritairement les femmes qui vont avoir tendance à réfléchir et à planifier le quotidien de ce qui se passe dans la famille. Donc, et des fois faire des choix genre zéro déchet, par exemple. Donc, les femmes vont passer plus de temps à planifier ce qu'on a besoin de faire dans le quotidien de la famille, ce qui amène qu'ils ont moins de temps de loisirs et puis ça fait qu'ils ont moins de choix possibles aussi, ce qui a un effet positif au niveau d'une empreinte écologique plus basse. Mais bon, en termes de vie, c'est autre chose. Bon. Si on parle aussi d'empreinte et consommation, c'est important de voir où se trouvent les femmes en termes d'emploi, si on veut, puis en termes de décision. Donc, on constate encore que dans les secteurs qui ont des forts impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comme le secteur énergétique, le secteur des transports, des ressources naturelles, par exemple, il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans des postes de décision ou en emploi. Puis c'est sûr que quand on est là pour influencer la décision, ça influence aussi comment on solutionne les problèmes. Donc, comme c'est si bien écrit là, ceux qui formulent les problèmes influencent la décision. Donc, on va avoir tendance à ce moment-là à investir plus dans des routes plutôt que de transport collectif. Donc, comme je dis, dans le secteur des transports, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes en poste. On va avoir tendance à faire investir plus peut-être à la lutte au terrorisme plutôt que d'investir dans la réduction de la violence faite aux femmes ou dans des centres de femmes, par exemple. C'est comment on peut influencer la décision. Si on est là, on peut avoir une influence effectivement encore plus grande. Si on va du côté de la dimension genre et changement climatique, alors pourquoi se poser cette question-là? Pourquoi réfléchir comme ça? Je pense que c'était juste faire un petit peu d'histoire, là, dans le fond. Le Réseau des femmes en environnement, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette problématique-là. C'était une demande de nos membres de bâtir des formations pour parler de changement climatique puis comment ça pouvait faire une différence homme-femme. Puis plus tard, ben, on a continué à travailler avec d'autres intervenants et ça nous a amené aussi à bâtir un dossier qu'on a travaillé avec le service au collectif du CAM, une enquête. Donc, la chercheure là-dessus, qui est Annie Rochette, elle a rencontré plein de monde dans des groupes de femmes, dont une représentante de la FIAS, entre autres. Elle a rencontré des représentants ministériels, elle a rencontré des gens dans des groupes environnementaux. Et ce qui ressortait, c'est que ce n'était pas clair dans le contexte du Québec. Les gens se disaient, est-ce que c'est pertinent de se poser la question qu'il faut penser aux différences hommes-femmes en pensant aux impacts des changements climatiques, puis aux mesures, parce que, bon, il y a certains décideurs qui avaient l'impression qu'il n'y avait pas de problème au Québec, on faisait tout ce qu'il fallait, puis qu'on avait effectivement mis les bonnes mesures en place. Et l'étude que Annie Rochette a menée avec des étudiantes et avec toutes les rencontres qu'elle a faites, elle a amené à la conclusion que oui, il y avait des choses importantes en termes de différence d'impact homme-femme, puis qu'il fallait bâtir un argumentaire, puis il fallait convaincre de travailler autrement là-dessus. Et c'est à partir de ça que nous, on a présenté ce dossier un petit peu partout, puis qu'on continue à travailler sur des éléments de ce type-là à divers niveaux. Et pourquoi le faire? Si on parle de genre, on va parler de différences hommes-femmes, c'est sûr, mais on peut parler aussi de différences au niveau socio-économique, au niveau culturel. Les populations autochtones vont avoir des enjeux différents aussi, par exemple, les femmes autochtones, des femmes culturelles, de populations plus racisées. Il y a des différences importantes. On en parle beaucoup, beaucoup dernièrement. Donc, on est arrivé à la conclusion avec cette étude-là
que c'est important de prendre en compte les différences hommes-femmes pour comprendre les enjeux, mais aussi mettre de l'avant les bonnes mesures qui vont parler à tout le monde. Donc, une mesure en termes de transport collectif, par exemple, ou de faciliter l'utilisation du vélo pour les gens qui se déplacent en vélo. On ne va pas faire la même chose si on s'adresse à une femme qu'à un homme. C'est documenté, ces choses-là. Donc, pourquoi intégrer le genre dans la lutte à l'adaptation au changement climatique? Parce qu'il y a des différences d'impact, parce qu'on veut être efficace, on veut que ça marche, on veut avoir des mesures qui vont donner des résultats, mais on veut tenir compte aussi de ne pas aggraver des inégalités sociales puis des stéréotypes de différences genrées, par exemple. On veut tenir compte de tout ça et c'est pour ça que c'est important de le regarder puis qu'il y ait des analyses qui soient faites au départ pour intégrer ces considérations-là dans les mesures, les actions, et ainsi de suite. Mais c'est aussi parce que les femmes, comme je dis toujours, on est 50% du monde et plus. Alors, les femmes, c'est des agents de changement qui sont extrêmement importantes, puis on peut vraiment avoir une influence importante sur les solutions, sur comment parler de tout ça dans nos milieux, puis amener à faire changer les choses. Et si on revient aux impacts différenciés comme tels, donc d'autres types d'illustrations, il y a plusieurs éléments dont j'ai déjà parlé. Les canicules qui affectent plus les enfants, les gens âgés, les personnes qui ont certaines maladies qui vont être plus vulnérables, des personnes à faible revenu, entre autres, donc, les femmes ont des revenus moins élevés, mais aussi les femmes sont majoritairement encore des proches aidants par rapport à toutes sortes de personnes dans leur famille, évidemment, donc sont directement concernés par tout ça. Les événements climatiques extrêmes, ça amène plus de stress, ça amène plus de violence, je vais en parler un petit peu aussi. Il y a des différences de consommation au niveau de la mobilité, au niveau de l'alimentation. Les communautés nordiques culturelles, donc les communautés du nord du Québec, entre autres, sont plus affectées à l'heure actuelle en termes de changement climatique. Il y a aussi des perceptions différenciées sur les impacts et les solutions. J'ai quelques données là-dessus aussi. Puis, on a une responsabilité comme femmes et comme personnes vivant dans des pays du Nord, donc avec des bonnes conditions de vie par rapport aux impacts qui sont vécus en changement climatique dans le Sud. Alors, les impacts dans les pays du Sud dus au changement climatique sont plus importants. Donc, on a une responsabilité dans nos comportements, dans nos choix de consommation, dans comment on s'implique aussi, de tenir compte de tout ça parce que ce qu'on fait ici, ça a un impact mondial, ça a un impact particulièrement au niveau des pays du Sud. Puis, on peut parler de l'Afrique, on peut parler de l'Asie, mais on peut parler aussi de certaines régions au niveau canadien où il y a des conditions de vie qui peuvent se comparer à des pays du Sud comme certaines communautés autochtones. On en a parlé dans les médias de façon assez fréquente. Bon, un élément important aussi à souligner quand on dit qu'il y a des impacts différents hommes-femmes, mais il y a aussi des perceptions qui sont différentes. C'est-à-dire que les femmes vont avoir plus tendance à considérer qu'il faut changer nos comportements pour arriver à faire face à la crise climatique, puis qui vont être beaucoup plus sensibles aux impacts vécus par rapport à tout ça, puis aux impacts environnementaux. Alors, l'étude suédoise dont je parle parlait déjà de ça, mais il y a des études récentes qui ont été menées au Canada, au Québec, dont l'étude en arrière du baromètre de l'action climatique. C'est une étude qui a été faite par le média qui s'appelle 1.5, où on a identifié effectivement que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être prêtes à poser des gestes pro-environnementaux, ils ont des émotions positives par rapport. C'est important d'avoir des gestes concrets
Il y a plus de femmes qui sont convaincues qu'il y a une urgence puis qu'on ne peut pas attendre encore pour agir, que ça concerne leur génération. Et ça, c'est un peu toutes les générations de femmes. C'est différent selon les types de générations, mais c'est présent dans toutes les générations. Puis il y a plus de femmes qui se sentent coupables de faire partie du problème puis qui veulent faire quelque chose. Puis il y a toute la question de l'éco-anxiété aussi qui est importante. Puis, bien, pour les femmes qui sont dans des postes de leadership, dans des postes de décision, que ce soit des élus, que ce soit dans des organisations diverses, ils vont être plus susceptibles d'adopter des politiques pro-climat. Ils vont pousser pour qu'il y ait des choix, des mesures puis des politiques qui soient mis de l'avant pour le climat, pour l'environnement. Nous, on travaille... J'étais un peu préoccupée par le temps, excusez-moi. On travaille avec des élus, entre autres, puis on en a rencontré plusieurs là, pour mettre de l'avant divers projets. Et puis, c'est quelque chose qui ressort là, de façon évidente. Donc, on a rencontré des conseillères municipales, des maires, des députés, ainsi de suite. Et puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils étaient là vraiment pour leurs concitoyens, pour travailler sur la qualité de vie, pour aussi travailler à combattre les enjeux environnementaux, trouver des solutions. Puis pour eux autres, c'est une motivation très, très importante pour s'être présenté en politique. Donc, ça va dans le sens de ce que dit le baromètre de l'action climatique. Il y a une étude canadienne aussi qui a été faite, qui a été publiée, qui a été rendue publique aussi à travers les médias de Radio-Canada, qui va tout à fait dans le même sens. Partout au Canada, c'est comme ça. Donc, les femmes sont plus préoccupées par ces questions-là. Si on va dans des questions des impacts très, très concrets, bien, un exemple que moi, je trouve très intéressant, parce que la physiologie homme-femme, on est différents, c'est sûr, c'est les femmes qui portent les enfants. Donc, il y a une étude où il y a plusieurs universités qui travaillent conjointement sur le stress maternel prénatal dans des contextes de désastres naturels. À partir de cas concrets, on parle de comment on peut affecter le fœtus dans le deuxième partie, si on veut, de la grossesse. C'est fait à partir de cas, évidemment, de fœtus et de jeunes enfants réels, donc des cas qui ont été étudiés sur de nombreuses années à partir de la tempête du verglas au Québec en 98, des inondations aux États-Unis, des inondations dans le Queensland aussi, et la conclusion, si vous voulez en savoir plus, la balado qui est citée en bas, il y a une très belle explication par la chercheure qui travaille, une des chercheurs qui travaille là-dessus. Donc, un des constats qu'on a fait, c'est que les fœtus qui ont été exposés justement à un stress comme ça, donc la mère qui est exposée, c'est un petit peu comme un stress dans des contextes de guerre. Donc, il y a des plus petits poids à la naissance. Il y a des phénomènes d'hyperactivité aussi de l'enfant. Il y a des phénomènes de santé qui ont été constatés plus importants dans des contextes comme ça parce que c'est un stress prénatal, puis c'est dû à des phénomènes de désastres naturels qu'on trouve puis qu'on va avoir de plus en plus dans le contexte de la crise climatique. On parle aussi d'impact psychologique qui touche particulièrement les femmes. Il y a plusieurs études aussi qui ont été réalisées dans le contexte de problématiques d'inondation. On a parlé du verglas, on a parlé de feu qui, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis aussi ou ailleurs dans le monde. Donc, les études démontrent qu'il va y avoir une proportion plus importante de femmes, oui, et puis de personnes vulnérables. Donc, ça peut être des enfants, ça peut être aussi des hommes qui sont dans des contextes de pauvreté, par exemple, donc qui vont éprouver des troubles psychologiques qui peuvent aller jusqu'au suicide et que des phénomènes de ce type-là se retrouvent dans des contextes effectivement de phénomènes climatiques. Et puis, on a constaté aussi une plus grande proportion de problématiques de violence conjugale dans ces contextes-là aussi. Il y a toutes sortes d'études en arrière de ça, donc j'en parle brièvement.
mais ça fait partie des différences hommes-femmes si on parle de changement climatique. On peut parler aussi de comment sont reçus les commentaires ou les intrants venant de femmes dans des consultations publiques, donc, puis aussi dans les choix qui vont être faits en termes de mesures pour contrer le changement climatique. Donc, je parlais de vélo euh, un petit peu plus tôt, mais on peut parler d'autres choses aussi. Souvent, ce qu'on met de l'avant, par exemple, le zéro déchet, le transport actif, des choses comme ça, ce n'est pas toujours des mesures qui vont être faciles pour des jeunes parents. Souvent, c'est des mesures qui vont être plus, mettons, accessibles pour des hommes jeunes qui n'ont pas d'obligation familiale. Il y a des jeunes mères à un moment donné qui m'ont dit, mais écoute, avec un enfant, je peux aller conduire mon enfant à pied ou en vélo. Je sais que ça ne s'applique pas partout là, à travers le Québec, mais rendu à 2 enfants, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse autrement. Donc, ce n'est pas toujours entendu, ces différences-là, quand on va dans des consultations publiques, par exemple, où on veut faire valoir des mesures qui tiennent compte de tous les besoins. Et la Ville de Vancouver a fait des choses vraiment intéressantes là-dessus, en essayant de faire les différences puis d'arriver avec des mesures très, très concrètes qui tiennent compte, si on veut, aussi des enjeux de sécurité, mais des enjeux de déplacement, des enjeux d'aménagement de la ville. Moi, je suis urbaniste de formation. Donc, c'est important de regarder ça comme ça. Puis juste avant d'arrêter aussi au niveau des différences, si on regarde en termes de politique, de stratégie, c'est sûr que l'outil qui est l'analyse différenciée selon le genre ou selon le sexe, c'est vraiment un outil qui est très important à mettre de l'avant. Et ce qu'on se rend compte, autant l'étude réalisée par Annie Rochette pour le Réseau des femmes en environnement, mais on avait plusieurs partenaires, dont Relais Femmes et le Réseau québécois des groupes écologistes, on se rend compte que ce n'est pas appliqué de façon systématique, que l'application de cette analyse-là, si on pense au niveau du gouvernement du Québec, par exemple, ça va être plus appliqué dans des cas de ministères qui ont des mandats qui sont associés à des questions d'ordre plus social, aînés, immigration, santé. Et c'est vraiment pas appliqué de façon générale. Puis au niveau des municipalités, c'est encore très, très peu appliqué. Par exemple, le nouveau plan climat qui est mis de l'avant, qui a été mis de l'avant par la Ville de Montréal, ils se sont engagés à faire des analyses différenciées pour les différentes mesures mises de l'avant, mais ce n'est pas fait encore. On s'est fait dire que ça allait se faire. Donc, il y a souvent, on n'a pas les données pour faire la différence entre ce qui se passe homme-femme. Il y en a combien de consommateurs qui ont tel choix, par exemple, de gestes dans leur quotidien. On ne sait pas la différence, donc on ne sait pas jusqu'à quel point c'est judicieux de se poser ces questions-là, puis ça ne permet pas de faire les analyses voulues. Et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument continuer à travailler, entre autres choses. Je m'arrête là. Il est déjà moins quart, ça va très, très vite. Donc, je ne sais pas si, mon Dieu, il y a 50 personnes, c'est beaucoup de monde. Dans la deuxième partie, on va vraiment parler de solutions, alors de façon concrète, là, sans aller dans le détail, avec quelques exemples sur des gestes que vous pouvez faire dans votre quotidien, mais aussi au niveau collectif. Là. Puis là, je ne sais pas maintenant s'il y a des questions d'éclaircissement, s'il y a des réactions, s'il y a des choses que vous voulez partager. C'est le temps de le faire. On va prendre quelques minutes pour le faire. Donc, pour les personnes qui ont des questions, je vous invite à écrire dans le chat. On a un commentaire du Centre des femmes très pertinent comme présentation. Merci beaucoup, France. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans la section chat ou bien vous pouvez aussi lever la main. Donc, dans l'onglet participants, il y a une petite main bleue, là. Donc, si vous voulez prendre la parole, je vous invite à le faire. Donc, je ne vois pas pour l'instant de main levée. J'ai reçu un message en privé. Peut-on obtenir les références des études mentionnées? Oui, bien sûr.
Parfait. Ah, Donc, on va vous envoyer un courriel après la conférence avec mhm. notamment la présentation, là, puis on pourra fournir aussi d'autres informations pour aller plus loin, là. Parfait. Donc, peut-être que dans ce cas-là, on peut continuer, puis on va prendre les questions là, à la fin, si ça vous convient, Madame Levert. Oui, ben, il y a aucun problème, là, mais il ne faut Parfait. pas se gêner, là. Tu sais, moi, je n'ai pas la vérité, puis j'essaye de faire des choses dans mon quotidien. Alors, puis on est tous un petit peu là, là, mais c'est sûr Ah, qu'une grande préoccupation, mais il ne faut pas se gêner aussi, il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas d'accord, là. On est là pour échanger de toute façon, sinon on va continuer. en fait, il y a 2 nouvelles questions dans le chat. Donc, je vous lis les 2, puis vous pourrez y Oui. répondre. Donc, première question de Madame Denise Laprise. Comment les femmes sont Comme les femmes sont peu nombreuses dans les instances décisionnelles, à ce rythme-là, croyez-vous que nous atteindrons les cibles pour 2050? Et la deuxième question du ROBVQ. Oui. Je comprends que les hommes sont moins impactés par les changements climatiques, mais si nous souhaitons les réveiller, comment devrions-nous procéder? Quels arguments seraient susceptibles de les toucher? Ben, la première question, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs pour 2050? Personnellement, je me pose grandement la question. Si on regarde le plan, qui est plus un plan d'électrification qui a été mis de l'avant par le gouvernement du Québec, ou déjà dans le plan qui a été mis de l'avant, c'est déjà annoncé que toute la batterie de mesures qui a été mise dans le plan ne permet pas d'atteindre les objectifs même avant ça, 2050, mais qu'on va continuer à travailler là-dessus. Déjà, c'est comme, ça annonce mal, comme on dit. Il faut comprendre aussi que c'est sûr, au niveau, à notre niveau, il y a le gouvernement fédéral qui intervient, le gouvernement provincial, puis il y a les municipalités aussi. Donc, c'est sûr, au niveau comme du Québec, comme je l'ai dit, bien, pour le moment, notre gouvernement, son dernier plan d'action, il n'est pas rendu du tout à atteindre les objectifs avec les mesures qu'il a proposées. Donc, on peut avoir un doute là-dessus. Au niveau fédéral, si on regarde, si on regarde au niveau fédéral aussi, puis si on regarde la progression des émissions de gaz à effet de serre au niveau du Québec, puis au niveau du Canada, c'est on est dans une pente qui est comme, mettons, qui n'est pas descendante, mais qui s'est réduite, mais il y a encore une progression de toute façon aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le parc de véhicules automobiles au Québec, on aurait pu se dire, oui, on va avoir un parc de véhicules qui est moins important avec des plus petits véhicules. Ce n'est pas le cas. Le parc de véhicules automobiles au Québec, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, disons, le plus gros morceau en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est toute la question du transport, donc transport individuel, transport commercial, industriel, ainsi de suite. Donc, comme individu, les gens choisissent, il y a encore beaucoup de véhicules, plus qu'un par personne, et c'est des gros véhicules, donc c'est beaucoup de véhicules utilitaires qui est majoritairement, là, c'est en progression, c'est en croissance. Donc, il n'y a pas de signe nécessairement dans les comportements, suffisant dans les comportements aussi des Québécois, si on regarde la question du transport, qui est vraiment le gros morceau. Au niveau du Québec, il faut vraiment faire des choix différents. Puis ce n'est pas uniquement l'électrification qui va répondre à ça. Il faut vraiment aller vers une consommation différente. Tu sais, quand la question, c'est en as-tu vraiment besoin? Se poser des questions comme ça. Et ça, c'est juste l'exemple du transport. On est un très grand consommateur d'énergie aussi, donc transport et autres aussi, donc dans les grands consommateurs au niveau de l'électricité au monde. Et notre électricité n'est pas chère. On sait que c'est une hydroélectricité, donc qui est peu émettrice de gaz à effet de serre, mais du point de vue global, on est aussi des très, très grands consommateurs. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a plein de municipalités qui se sont engagées à faire des choses, qui se sont engagées à être zéro carbone, autrement dit,
avoir des émissions qu'on appelle neutres, donc ne pas avoir des réductions et des émissions qui se neutralisent. Donc, on arrive comme à un zéro émission, si on veut, d'ici 2030 ou d'ici 2050. Donc, c'est important aussi au niveau municipal, parce que les municipalités peuvent vraiment faire des choses qu'au niveau québécois ne sera pas nécessairement fait, puis on n'a pas nécessairement de contrôle. Ça, première chose. Pour la dame au niveau de gestion par bassin versant, je ne dirais pas que les hommes et les femmes, on a des impacts différenciés sur les changements climatiques. Si on veut effectivement embarquer plus les hommes dans tout ça, puis moi, je pense que de toute façon, la différence, elle s'amenuise de plus en plus. Si on regarde aussi des études qui sont faites par l'Observatoire de la consommation responsable, il y a de plus en plus des comportements qui se rapprochent, beaucoup chez les jeunes. Et puis, c'est important d'en parler, de parler des différences, de parler que dans un ménage, ben, on a chacun nos choses qu'on partage, puis il y a de plus en plus de partage qui est fait. Il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas avoir un permis de conduire, qui ne tiennent pas à avoir un automobile, ça dépend des milieux. C'est sûr, il y a des différences, mais ça s'amenuise tout ça. Puis l'idée, c'est de parler des différences, puis de faire ça ensemble. Parce que l'idée, c'est ça touche tout le monde, les changements climatiques. Puis il y a des différences entre les deux. Puis l'idée, c'est de prendre des bons moyens pour arriver à faire avancer les choses. Parfait, merci. Je vois qu'il y a 2 autres questions, mais 3 autres questions, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on continue puis qu'on prenne ces questions-là à la fin, vu que je sais qu'on commence à manquer? On peut faire ça comme ça. Là, il est 1h moins 10. Parfait. Comme je disais, la suite, c'est vraiment sur les solutions. Je vais juste faire un tour d'horizon rapide là, sur des possibilités, mais sans entrer dans le détail parce que les solutions, il y en a énormément qu'on peut mettre de l'avant, autant au niveau de la personne, de l'individu, qu'au niveau collectif. On en a déjà parlé en partie là, en partageant sur les impacts différenciés. Fait que juste assez rapide là-dessus, puis on reviendra sur les questions des échanges. Si vous avez des exemples à votre niveau, c'est toujours intéressant d'entendre de tout le monde là-dessus. Donc, les pistes de solutions, ça peut être autant à l'intérieur du ménage, dans notre quotidien. Bon, j'ai parlé de vélo, donc au niveau des déplacements, alors ça peut être vélo, ça peut être du covoiturage. Si dans ma région, c'est pas quelque chose qui est facile. Si c'est en milieu rural, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut être mis en action facilement. Ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Ça peut être dans les déplacements, comme on l'a dit aussi, puis aussi dans toute l'évolution au niveau, évidemment, de l'utilisation de l'électronique, des médias sociaux, du télétravail. Il y a tout un véhicule dans la dernière année là-dessus. Il y a plusieurs employeurs qui considéraient que ce n'était pas possible d'aller en télétravail et puis maintenant, ça a évolué énormément de ce côté-là. Il y a des impacts positifs, il y a des volets positifs, il y a des volets négatifs aussi, mais c'est une évolution qu'on ne peut pas ignorer. Donc, télétravail par rapport à du déplacement, moins de gaz à effet de serre. Il y a eu toutes sortes de statistiques qui sont sorties en disant, dans le gros de la pandémie, il y a eu vraiment une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des données là-dessus intéressantes. C'est vrai, dans les premiers mois de la pandémie, de mars à juin, juillet, à peu près 2020. Et là, on est en train de remonter. Alors, il y a eu des effets positifs, mais si on veut continuer dans les effets positifs, les comportements différents que ça nous a amené, tout ça, ben, faut regarder ça comme il faut. Donc, oui, il y a des solutions femmes agentes de changement dans nos choix de consommation à travers nos responsabilités familiales. C'est autant hommes, femmes, famille, grands-parents, parents, mères et tout, dans notre réseau. Donc, on peut influencer notre famille, nos amis, nos voisins, dans la diffusion d'informations, dans nos revendications aussi. Et tout ça, autant au niveau individuel en termes d'énergie, consommer moins d'énergie. J'en ai parlé du transport, des déplacements, de nos choix de consommation, nos choix en termes d'habitation, où on habite par rapport aux services qu'on peut avoir alimentaires,
éducation, ainsi de suite. Ça peut raccourcir les déplacements, donc les services de proximité. Puis au niveau collectif, on disait les femmes sont souvent représentées dans des instances décisionnelles. Globalement, il y en a beaucoup plus au niveau provincial. Il y a eu vraiment une avancée lors des dernières élections provinciales. Au niveau municipal, c'est encore 30 et moins de femmes élues. Encore moins si on parle de mairesses ou de femmes maires. Au niveau des politiques, programmes, investissements, il y a encore des écarts. Il faut tenir compte de ces considérations-là. Donc, il y a des choix collectifs à faire au niveau aussi des choix économiques. Donc, subventionner l'auto électrique, c'est intéressant, sauf que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un auto électrique. Donc, ça favorise une certaine partie de la population. Et comme on l'a dit, mais il y a plus de femmes qui sont des maîtres de ménage monoparentaux et qui ont moins de moyens. Donc, c'est une réalité. Il faut vivre avec ça. Dans des pistes de solutions, l'Union des consommateurs, c'est intéressant de voir une étude qu'ils ont faite en 2019. Puis, eux autres, ils considèrent qu'il y a 3 gestes qui peuvent avoir vraiment un impact pour réduire les impacts au niveau des gaz à effet de serre. Et là, on peut discuter longtemps là-dessus. Donc, renoncer à la voiture, je sais que dans certains milieux, c'est pas possible, mais on peut penser, comme je disais, peut-être à du covoiturage, utiliser autrement. Renoncer à l'avion, bon, on a été obligé dans la dernière année pas mal de renoncer à ça, n'est-ce pas? Mais c'est sûr que le milieu de l'aviation a quand même un impact important. Donc, il y a peut-être des façons différentes aussi de se déplacer dans certaines considérations. Puis on va penser aux loisirs, on va penser aux vacances, on va penser au tourisme. Renoncer aux protéines animales, donc moins de viande. La viande de bœuf, entre autres, est un grand à la source de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre et de méthane. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, par contre, les consommateurs, pour que ça puisse se faire, ont besoin, selon l'Union des consommateurs et leur étude, là, d'aide du gouvernement. Il faut que le gouvernement mette de l'avant des décisions puis des mesures structurantes pour aider à faire ça. Il faut que l'entreprise puis l'industrie le fassent aussi. Puis ça prend des bonnes informations. Souvent, les gens vont nous dire, écoute, je ne sais pas quel choix faire, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi manger. Je ne sais plus par quel bout prendre ça. Donc aussi, c'est intéressant de voir que 80 des émissions de gaz à effet de serre dans nos foyers, puis quand on dit que 70 des choix de consommation, c'est beaucoup les femmes qui l'influencent, mais ça concerne les déplacements personnels, les appareils de choix des appareils électroménagers, puis le chauffage, puis la climatisation. C'est intéressant de savoir ça. Au niveau des déplacements personnels aussi, bien, il y a, dans les études, on parle de différence en kilométrage entre le nombre de kilométrages moyens faits par les femmes à chaque année, qui est plus bas que les hommes, par des choix personnels aussi, mais par les lieux de travail, puis aussi le fait de voir habiter proche des services où il y a les écoles, où il y a les services de santé, ça fait une différence. Au niveau de pistes de solutions aussi, cette étude-là qui est sortie très, très récemment, on peut parler de la réduction du gaspillage alimentaire. C'est un autre exemple très concret où, avec des données très, très éloquentes, on va dire, que réduire le gaspillage alimentaire, où on parle de 20 des aliments disponibles dans le monde, puis au Québec puis au Canada, on peut parler de plus que ça même. Ça peut amener moins de gaz à effet de serre, moins de perte de biodiversité, moins de pollution, parce que là, on parle de gaz à effet de serre, on parle de crise climatique, mais de plus en plus, on parle de 3 grandes crises environnementales, celle au niveau de la biodiversité puis de la protection des écosystèmes, celle au niveau de la pollution avec toutes sortes de produits chimiques qu'on trouve dans notre environnement, qu'on trouve dans nos produits de consommation au quotidien, produits que ce soit ménagers, produits cosmétiques, si on peut parler du shampoing, pâte à dents, ainsi de suite. Et là, ce n'est pas des enjeux de gaz à effet de serre, c'est des enjeux de santé du vivant qui sont majeurs. Le réseau, on travaille beaucoup sur des questions comme ça. Donc, ça peut amener la réduction du gaspillage alimentaire aussi, plus de lutte à la fin de la pauvreté, plus d'égalité.
Et il y a des chiffres que vous voyez là qui représentent la nourriture gaspillée dans le monde. C'est 1 milliard de tonnes de nourriture gaspillée par année dans le monde. Bonjour, Alors, donc je on ne dirait sais pas qu'on ce a qui s'est eu passé, je vous ai perdu. ouais, il y a eu un problème de connexion, on dirait. Pierrette, si tu peux me redonner le rôle d'animatrice, s'il te plaît, je vais essayer de réorganiser tout ça là, pour qu'on puisse continuer sans trop de délai. Est-ce que tu Merci. repartages pour le partage d'écran? De toute façon, j'ai fini un reste, ça va être super rapide, là. De toute façon, il est 1 heure. Donc, je suis désolée pour Marianne, ça. Je vais mettre, je Marianne est toujours haute selon mon. OK, oui, ben Je ça vient de me dire. je viens de te nommer haute. En fait, c'est moi qui est tombée haute. Alors, je t'ai nommée haute, Marianne. OK, super, Je merci. pensais que j'étais la seule à qui ça avait gelé. Non, c'est ça. Ben, Madame Levert, vous pouvez continuer. Oui, Là. Dans ce cas-là, je pense que tout OK. est revenu à la Conférence. normale. Attends une minute, il faut que je retrouve mon truc. Parce que ça a comme tout fermé. Julie, est-ce que tu peux mettre Madame Levert co-haute, s'il te plaît? Attends une minute. Elle est déjà. Ah, OK. OK. Non, c'est juste mon PowerPoint qui est là et je le vois ici, là, mais OK, c'est Ah, bon. parfait. OK, Faut tout juste va prendre bien. le temps de se dégeler un peu, là. C'est ça. Oui, OK. Donc, juste très rapidement, comme je le disais, ben, il y a des initiatives aussi, donc le Women for Climate, des mairesses à travers le monde qui veulent agir vraiment là-dessus. Puis l'idée, c'est qu'il y a des femmes en poste qui peuvent influencer. Là, il y a une citation de la mairesse ou la maire, en tout cas, ils ne disent pas ça comme nous, les Français, de Paris. Madame Plante fait partie de ce regroupement-là. Il y a des femmes maires un petit peu partout à travers le monde qui sont là-dedans pour favoriser des actions en faveur du climat. Il y a toutes sortes d'initiatives citoyennes aussi en transition. Il y en a chez vous, les villes, les quartiers, des territoires en transition. Il y a plus de 400 municipalités dans le monde qui ont signé des déclarations d'urgence climatique, donc qui sont engagées en principe à faire des choses. Il y a Mères au front qui a de plus en plus des antennes partout dans toutes les municipalités. Vous pouvez aussi voir avec cette possibilité-là, si vous voulez vous impliquer dans une organisation ou au niveau de votre collectivité, vous pouvez faire des choses individuellement. Donc, il faut s'intéresser sur quelle société on veut, puis il faut agir maintenant. Et puis, on peut aller aux questions. Là, après, vous allez en ayant le PowerPoint, vous allez voir, il y a toutes sortes de suggestions. Donc, sur ce sujet-là, le réseau, avec nos collaborateurs, on a monté une douzaine de fiches qui parlent de toutes sortes d'aspects des changements climatiques en lien avec l'adaptation, puis le genre et les luttes au changement climatique. Il y a un lien avec un balado qui parle de ça de façon générale aussi, qui parle de la charge mentale, qui parle de recherche. Vous allez avoir tous les liens là-dedans. Des organisations qui existent dans le monde aussi, parce qu'il y en a un petit peu partout dans le monde, avec une vision de il faut faire une différence de genre parce que c'est important de le faire, parce que ça a un sens. Alors, vous allez avoir tout ça après, puis en disant un petit peu, ben c'est quoi que le réseau fait. Alors, ça va venir dans l'information complémentaire qui vient après dans le PowerPoint, mais on ne rentre pas là-dedans. On va échanger à partir de vos questions ou vos commentaires ou vos expériences. Et moi, je m'arrête là. Parfait, merci beaucoup.
Peut-être qu'on peut quitter le partage d'écran, comme Ouais. ça on peut voir les personnes. Super. Mettre Euh, en gris. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais commencer par la première. Peut-être que je vais me concentrer sur les questions et les commentaires, on peut les lire chacun de notre côté, là, comme ça, on va essayer d'avoir le temps de répondre aux questions. Donc, Madame Pauline qui dit comment inclure les hommes dans cette conscientisation, campagne de promotion? Êtes-vous au courant de telles démarches? Peut-être je peux vous lire deux questions à la fois là, pour essayer de gagner du temps. Oui, Il y tout à a fait. aussi Stéphanie qui demande quels sont nos leviers en tant que citoyens, citoyennes pour sensibiliser et faire bouger les choses dans notre municipalité. Ben, comme je disais, pour la question, il y a une question un petit peu similaire qui a été posée sur sensibiliser les hommes, les femmes. En fait, ce dont on parle là, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux femmes. Donc, je pense qu'il faut que ce soit partagé un petit peu partout. Donc, si vous êtes présent ailleurs, si dans votre famille, de parler des différences, puis que ça implique tout le monde. Moi, j'aime beaucoup parler d'une approche de famille, là. Puis, donc, si vous êtes impliqué quelque part, vous pouvez parler de ces différences-là, puis que c'est pas parce qu'on veut discriminer, c'est parce qu'on veut faire avancer les choses, puis mettre de l'avant, comme je disais, des mesures, puis des approches qui parlent à tout le monde, puis qui ont un sens pour tout le monde. Si tu es chef de famille, si tu es enceinte, bon, tu vas avoir des choses différentes que tu peux faire dans ton quotidien. Puis aussi dans ton milieu de travail ou dans ta municipalité. Puis l'autre question aussi au niveau des municipalités, effectivement, ben, je peux parler d'une initiative qui est fort intéressante s'il y en a qui veulent vraiment s'impliquer. C'est une initiative qui s'appelle Vire ouvert. Le réseau est membre de Vire ouvert et c'est une initiative d'une vingtaine de groupes pour susciter des candidatures écologiste, si on veut. Puis, ben, nous, on est là pour susciter, comme je disais, des candidatures, plus de femmes aux prochaines élections municipales. Et puis, si vous allez faites une recherche, vous mettez Vire ouvert, il y a toutes sortes d'outils qui ont été mis disponibles pour les gens qui s'intéressent à ça ou qui veulent sensibiliser, par exemple, les candidats dans leur quartier, dans leur ville, d'inclure dans leur programme des mesures environnementales, des mesures de lutte puis d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une façon d'influencer aussi. On s'en va vers des élections municipales. Il y a des candidats partout chez vous. Vous pouvez utiliser ces outils qui ont été mis de l'avant pour inspirer à ce moment-là vos candidats et leur dire, écoutez, moi, chez nous, c'est ça que je veux, là. Puis c'est ça qu'on a besoin de faire chez nous. Puis Mme Roy, qui est la mairesse de Sainte-Julie, qu'on avait rencontrée, qui est présidente de l'UMQ à l'heure actuelle, bien, elle disait, mes citoyens, ils me poussent dans le dos pour que j'en fasse plus, même s'ils ont déjà comme un système de transport collectif gratuit à Sainte-Julie pour transporter les jeunes entre écoles, pour transporter les gens d'un lieu à l'autre, commercial entre autres, là. Elle dit, mes citoyens, ils me poussent dans le dos, ils trouvent qu'on n'en fait pas assez, donc il faut essayer de pousser dans le dos aussi de nos élus. C'est un beau moyen, là. Puis vous avez un beau site avec toutes sortes de suggestions. Je sais que je parle trop, là. Non, non, mais c'est bien, c'est des belles réponses. D'ailleurs, Amandine a mis le lien de Vire ouvert dans les commentaires pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, merci. Ensuite, question d'Hélène Cornelier. C'est comme une double question. Sur la question des transports, y a-t-il des différences entre les groupes d'âge et sexe jumelés? Et les exemples de Vancouver dont il a été question dans la première partie, quels sont-ils? Ben oui, oui, il y a des différences. Bon, en fait, au niveau du transport automobile, il y a des études qui ont été faites, là, mais je ne serais pas capable de vous citer, là, effectivement, des données spécifiques. C'est sûr que quand je parlais qu'il y a une proportion moins grande de jeunes
qui vont chercher leur permis de conduire, beaucoup plus jeunes, ils vont chercher plus tard, puis même certains qui ne vont pas chercher leur permis de conduire. Ça, il y a des données spécifiques là-dessus qui sont intéressantes, puis c'est quand même en progression de façon importante. Pas juste ici, aux États-Unis aussi, là, c'est assez étonnant comme données. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement valorisé par des jeunes. Ils vont vraiment vers d'autres types de comportements. Si on regarde au niveau de l'utilisation du vélo au quotidien, puis l'étude qui a été faite à Vancouver, ça a été fait auprès de groupes de femmes pour voir c'était quoi les critères, par exemple, qui feraient qu'ils utiliseraient plus leur vélo pour se déplacer au quotidien, pas juste pour de loisirs. Et puis, parmi les critères, c'était on a besoin d'avoir plus de pistes cyclables qui sont complètement séparées, donc en emprise propre, on appelle ça comme ça. Parce que nous, c'est des questions de sécurité, donc on craint des fois de se déplacer au quotidien dans nos villes. On craint de se déplacer avec nos enfants assis en arrière de nous. Puis aussi que ça soit aménagé d'une façon plus intéressante, donc des endroits pour arrêter, donc aussi que ce soit pensé dans la ville, qu'il y ait de la verdure, des choses comme ça. Alors, ce qu'ils ont fait avec les résultats de ce sondage-là, c'est qu'ils ont bâti plusieurs modèles d'aménagement de pistes cyclables. Ça a amené une augmentation quand même intéressante du pourcentage de femmes utilisant le vélo pour se déplacer au quotidien. Une autre statistique intéressante, là, quand on avance plus en âge ici, donc des villes qui sont considérées comme des villes amies du vélo, des villes qui sont amies du vélo puis amies des femmes à vélo, vont aussi, il va y avoir beaucoup plus un pourcentage plus important de gens aînés, donc qui utilisent le vélo. Si on pense à des villes européennes, par exemple comme Copenhague, où tu as à peu près 10% de cyclistes au quotidien qui sont des gens de 70 ans et plus, alors qu'ici, si on pense à la proportion de gens qui utilisent le vélo, dans ces groupes d'âge-là, c'est 0,7% à peu près. Donc, c'est très, très bas. Et puis, ben, c'est bon pour se déplacer, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas toujours possible partout. Ça peut être possible en partie dans certains types de milieux, mais il est possible de faire quelque chose, là. Puis, je pense que j'ai oublié une partie de la question, je ne sais plus. Ben, je pense que c'était quand même une réponse assez complète. Puis, dans le fond, il reste il y a beaucoup de commentaires très intéressants, là, donc désolé tout le monde, je ne vais pas tout lire les commentaires, mais il y a une dernière question de Madame Denise Laprise. Comment amener les citoyens à utiliser les transports collectifs pour se déplacer? Si les tarifs étaient incitatifs, serait-ce gagnant? Si des pôles de location d'auto à bas tarif étaient disponibles, rangerions-nous nos véhicules? Qui osera mettre cela en place? Ben oui, effectivement, là, j'en ai pas parlé spécifiquement, mais parler les mesures qui peuvent être des mesures, c'est des incitatifs économiques, c'est des incitatifs de sous. Puis en plus, si on dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont moins de sous, ils prennent le transport collectif pour ça, entre autres, mais qu'il y ait des tarifications différenciées pour certaines parties de la population qui ont moins de moyens. Ça peut être vrai en fonction de l'âge, ça peut être vrai en fonction du genre, du sexe. Oui, c'est des mesures qui sont intéressantes, puis qui ne sont pas encore assez répandues. Ça se fait dans plusieurs villes européennes, d'autres villes au niveau de l'Amérique du Nord, même asiatique. Il y a Séoul qui a beaucoup de mesures en tant que ville, autant au niveau du transport collectif, mais que du logement aussi, tenant compte des différences entre femmes, puis aussi des considérations socio-économiques. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire aussi, puis même en termes de sécurité, ça se fait à Montréal, donc l'arrêt entre deux, un arrêt à la demande au chauffeur d'autobus entre deux arrêts d'autobus quand c'est une femme qui descend du bus après une certaine heure. Ça, c'est des questions de sécurité, mais aussi
la question de tarification différenciée, quand je parlais de, par exemple, des subventions pour acheter des autos électriques, ben c'est des subventions qui favorisent une partie de la population, mais il y a une partie de la population de toute façon qui n'a pas les moyens de se payer ça. Donc, c'est des choses qui existent qui pourraient être des incitatifs très intéressants pour qu'il y ait plus de gens qui utilisent le transport collectif. Je parlais de Sainte-Julie, c'est vraiment la municipalité qui a décidé de mettre de l'avant en collaboration avec des compagnies de transport locales, donc un service de transport en commun qui fonctionne un certain nombre d'heures, mais ça fonctionne bien, qui est gratuit, bien, c'est fort intéressant. Puis elle nous expliquait qu'il y a des gens dans ces citoyens d'un certain âge qui n'étaient pas du tout habitués à prendre le transport en commun, qui étaient craintifs, qui avaient peur, qui avaient l'impression qu'ils pouvaient avoir des problématiques de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers qui ont offert de guider des voyages en transport en commun pour leur montrer, écoutez, c'est super facile. L'endroit où vous pouvez prendre le bus, c'est à tel endroit, ça vous amène à tel endroit. Il n'y a pas de problème, c'est très sécuritaire, il y a un bon service, etc. Puis ça a amené les gens à se sentir plus à l'aise puis à l'utiliser. Donc, des fois, il y a aussi, on a toute une habitude, là, selon les types de milieux, d'utiliser son auto. Puis, il y a un service qui est à côté qu'on ne connaît pas ou des fois, on est craintif. J'ai vu ça dans les études de l'Université Laval aussi, ou même des adolescents, leurs parents étaient tellement habitués à les reconduire un petit peu partout, même s'il y avait un bon service d'autobus, ils ne l'utilisaient pas parce que les parents avaient l'impression que ben, c'était à leur rôle de faire ça, ou bien que leurs jeunes n'étaient pas nécessairement si en sécurité que ça, alors qu'il n'y avait aucun problème. Donc, il y a vraiment des fois des choses à regarder comme ça pour essayer d'autres choses, puis faire évoluer les mentalités, puis considérer qu'il peut y avoir plusieurs solutions, puis c'est pratique pour tout le monde, puis c'est bon pour l'environnement, puis au niveau des changements climatiques, puis de façon générale aussi. Super, merci beaucoup. Donc, il est déjà 13h17, donc je suis quand même, je suis contente, on n'a pas trop dépassé, mais je pense qu'on va terminer là pour les questions. Donc, merci beaucoup, Madame Levert, pour votre présentation. Il y a plusieurs commentaires là, qui disent merci pour la présentation. Merci aussi beaucoup au Réseau des femmes en environnement pour la co-organisation de cette activité. Et merci à tout le monde là, qui ont participé aujourd'hui. On va vous envoyer un courriel avec la présentation, le lien vers l'enregistrement et plus d'informations là, pour aller plus loin. Donc, merci beaucoup. Il y a encore plein de personnes là, dans le chat qui disent merci. Donc, merci tout le monde. Puis C'est vous bon, de nous avoir accueillis. Puis ben, voilà. ça fait très plaisir. Puis je vous souhaite à tous et toutes un beau jour de la Terre. Oui, Merci. Au je le revoir. souhaite aussi. Au revoir.